C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer? Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui nous sommes au 42e jour du confinement Covid-19. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que le confinement pour vous jusque-là se passe pour le mieux, sans encombre, que vos proches vont bien, que vous allez bien, tout simplement. Faisons court. Bienvenue dans ce 6e épisode. Alors, vous l'aurez remarqué dès l'introduction, pour cet épisode, une fois de plus, je n'ai pas d'invité. Pour l'instant, je ne vais pas dire que je rechigne à, à travailler avec des micros à distance, mais voilà, pour le moment, j'ai plus envie de rester sur des épisodes que j'enregistre avec des personnes en physique, avec qui j'ai un échange avant. Donc, peut-être que dans les mois qui viennent, c'est quelque chose qui va changer, parce que vous vous rendez bien compte que sur des épisodes en solo, euh, c'est pas toujours ultra intéressant pour vous de m'entendre blablater dans mon coin. Mais bon, allez, avec un petit peu de chance, ce sera le dernier de la sorte avant un petit moment. Le thème de ce 6e épisode s'appelle variantes et noir et blanc. Alors, les variantes, euh, on va voir ce que ça peut être et ce que ça peut donner. Le noir et blanc, le noir et blanc, vous savez déjà ce que c'est. Le confinement nous pousse à nous poser certaines questions sur effectivement le mode de vie de notre société, sur notre mode de vie à nous, nos modes de consommation, tout un tas de choses. Et peut-être aussi parfois des questions un petit peu plus philosophiques. Alors pour les personnes qui écoutent ce podcast depuis le premier épisode et le prologue, vous devez vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, Gozer, ça fait pas 2 minutes et t'es déjà en train de faire une énorme digression. Eh ben pas tant que ça en fait. J'aimerais, si vous le permettez, si vous le permettez pas, bah en fait arrêtez l'enregistrement, ce sera plus simple pour vous. J'aimerais vous poser deux questions. euh, et ce sont, ça relève presque de la rhétorique en fait. C'est des questions comme ça qui sont apparues à un moment et que j'avais envie de vous poser parce que je pense qu'elles ont un sens avec ce thème de variante et noir et blanc. Petite précision, on va d'abord traiter les variantes et dans une deuxième partie du podcast, on va traiter le noir et blanc. La première question est est-ce qu'une image est forcément visible? Je vous laisse digérer ça. Donc, est-ce qu'une image pardon, est forcément visible? La deuxième question qui sort du tiroir de cette première est est-ce qu'une image, ouvrez les guillemets, je fais des air quotes avec mes doigts, hein, mais est-ce qu'une image, ouvrez les guillemets, visualisée, peut être à l'origine de la prise de vue? Je reviens, est-ce qu'une image est forcément visible et est-ce qu'une image, entre guillemets, visualisée peut être à l'origine de la prise de vue? Tout ça pour vous dire que il y a des moments où on est dans la rue, on se promène, on fait quelque chose, on est en train de préparer un shoot, et à notre œil se dessine une photo. On se dit, voilà, le cadrage parfait, il serait là, et en fait, il serait comme ça, moi j'ai envie de shooter ça, pardon. J'ai envie que tel et tel élément soit dans mon cadrage. Pour autant, cette image, elle n'existe pas encore, et c'est une projection mentale, c'est notre esprit qui nous dit, voilà, là, dans votre champ, dans votre champ visuel, dans votre champ oculaire, il y a telle chose qui pourrait correspondre à une image. Cette image-là, elle n'est pas physiquement, tangiblement, réellement visible. Pour autant, c'est cette image-là qui va nous pousser à la créer en elle-même, à faire vraiment l'acte de photographier. Donc, quelque part, c'est un petit peu le débat entre qui est arrivé le premier, la poule et l'œuf. Je vais lancer tout de suite les variantes parce que je vais essayer de faire un épisode plus court. Je vais vraiment essayer de ne pas faire un épisode trop long parce qu'on est que nous, on est que vous et moi aujourd'hui.
Une autre question, est-ce qu'une photo est forcément figée dans le temps? Alors, je sais que beaucoup de personnes vont dire, oh non, vraiment, là, je vais arrêter l'épisode, tu deviens chiant, Coco. Bien sûr qu'une photo est figée dans le temps, puisqu'une photo, c'est parfois quelques millièmes de seconde, parfois plusieurs secondes, et c'est l'appareil photo, c'est notre pratique qui la fige dans le temps. Ce que je veux apporter comme question, c'est est-ce que la photo en elle-même, dans son développement, dans son existence, est figée dans le temps? Alors, on va essayer de définir ensemble ce que peut être une variante. Prenons un cliché, peut-être votre cliché cœur, votre cliché favori, ou du moins un cliché d'une série que vous appréciez, que vous, voilà, vous avez mis du temps sur le développement, vous l'avez travaillé, vous connaissez parfaitement la photo. Et je pense que cette photo, pour vous comme pour moi, elle a plusieurs cycles de vie. Dans ce qui va définir les variantes, il va y avoir l'époque, la vision photographique, le, le besoin. Ensuite, on va avoir les manières de travailler ces variantes. Euh, les cadrages, enfin, le cadrage, pardon, l'effet miroir, la chromie, euh, le compositing, le traitement, à la limite. Alors, on est bien d'accord, pour clarifier une bonne fois pour toutes, je parle par exemple d'une photo et comment une photo en elle-même, un cliché en lui-même, dans son développement, va avoir plusieurs existences et va avoir plusieurs euh, itérations, si je puis dire, puisque notre vision photographique va changer avec le temps, elle va se nourrir de cette photo-là et de toutes celles qui auront précédé et toutes celles qui auront suivi, et qui par moments va nous donner envie, ou va même nous imposer de revenir sur certaines photos et de vouloir, pas les modifier, mais les traiter différemment parce qu'on a autre chose à dire avec. Le premier point, c'est l'époque. On pourrait se dire que c'est le temps humain contre le temps photographique. Ce que j'appelle le temps humain, c'est le temps que nous vivons, notre propre histoire, comment on peut revenir sur des choses qu'on a faites, en opposé au temps photographique qui, comme on le sait, peut être de quelques millisecondes. Ce que raconte le cliché du temps où il a été pris et à l'époque où on l'a publié ou alors où on le publie. Je, j'ai déjà parlé de cet exemple-là. Je reviens sur les fameuses photos de l'armée russe, les photos militaires pardon, de l'armée russe, où au moment où on a pris la photo, on a retiré, faudrait que je regarde, je crois que c'était Leningrad, un soldat qui est sur le haut d'un bâtiment et qui décroche, je crois, le drapeau nazi et qui met le drapeau russe, si je dis pas de bêtises. On lui a retiré deux montres. Ben, pourquoi? Ben, parce que déjà, si vous avez une montre à votre poignet droit, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir deux montres à votre poignet gauche, que ça relève euh, du pillage de guerre, de l'acte de guerre. C'est des choses qu'à l'époque, on ne voulait pas montrer. Pour autant, ces photos-là ont été recommentées, ont été éventuellement redéveloppées par la suite. Et donc, le même cliché, lui, a eu plusieurs existences, sous différentes formes. On peut avoir cette notion d'époque, autant culturelle, politique, graphique, humaine. On va aussi avoir la vision photographique. Alors je parle très souvent de cette vision photographique, pour moi c'est quelque chose qui est essentiel dans l'acte de photographier. La vision photographique est ce vers quoi on veut tendre. Quand je vous parlais de cette image, est-ce qu'une image est forcément visible? Il y a des moments où on se dit, voilà, moi j'ai en tête quelque chose, j'ai envie de le photographier, j'ai envie que ça ressemble à ça. Oui, mais cette image, elle n'existe pas encore. C'est votre vision photographique. Pour autant, cette image qui n'existe pas encore va vous amener à faire une réelle photo. Il y a la photo en devenir, la volonté d'expression. Cette dernière, la volonté d'expression, peut changer avec le temps, puisqu'elle relève de la pensée et d'un processus créatif. Et on sait que le processus créatif, il est en perpétuelle évolution. Euh, il y a un débat qui court dans la peinture qui est est-ce qu'une œuvre est à un moment réellement finie? Est-ce qu'une peinture, est-ce qu'un dessin peut à un moment être fini? Très souvent, pour les personnes qui, peut-être comme moi, ont fait des études d'art, à un moment ont voulu dessiner, ont voulu apprendre,
ça nous arrive, enfin en tout cas moi ça m'est beaucoup arrivé, de gâcher un dessin, de gâcher une production, de gâcher, je ne veux pas dire une peinture parce que j'étais très mauvais en peinture, elles étaient déjà gâchées, mais de gâcher un dessin en me disant voilà, bah tiens, je vais améliorer ça. Et on retombe, pardon, sur quelque part le mieux et l'ennemi du bien. Et ben voilà, la vision photographique, elle est aussi limitée par rapport à ça. Et le processus créatif, lui, il est continu, il est du moment où on respire jusqu'au moment où on meurt. Le processus créatif, il existe. Et est-ce qu'on peut limiter une photo à une séquence du processus créatif ou pas? On parle de quelque chose qui, par définition, est une évolution. Euh, c'est presque un phénomène euh, de phagocytage. Votre processus créatif euh, de maintenant, si vous regardez un film qui va vous... Mister Nobody, si vous regardez Mister Nobody, votre processus créatif, il sera forcément altéré, il sera forcément autre après avoir visionné le film, puisque vous avez acquis de nouvelles choses. Donc on a vu l'époque, on a vu la vision photographique, on va voir maintenant le besoin. Dans le cadre d'une utilisation dite commerciale, un cliché peut avoir plusieurs vies très différentes. Il suffit de regarder les banques d'images pour se rendre compte que ce qu'a voulu exprimer la personne quand elle a fait la photo ne va pas être sélectionné de la même manière par les personnes qui vont faire des recherches pour ces banques d'images et ne sera pas exploité du tout de la même manière. Une même photo sur une banque d'images, selon comment on va venir la recadrer, selon comment on va venir la traiter, va vouloir dire quelque chose, je ne vais pas dire de complètement différent, il ne faut pas non plus plaisanter, mais va changer des variables, des paramètres dans le discours, dans la narration euh, de cette image. Donc, je rappelle la question, enfin du moins les questions. Est-ce qu'une image est forcément visible? Est-ce qu'une image, air quote, visualisée, air quote, euh, n'est pas ou peut être à l'origine de notre prise de vue? Et surtout, la question qui m'amène à questionner ces variantes, c'est est-ce qu'une photo est figée dans le temps? Et est-ce qu'au final, la photo que vous avez peut-être faite il y a 10 ans, 15 ans, ou alors il y a 6 mois, ne va pas trouver sa, sa forme finale euh, dans un futur dont on n'a même pas idée. Et est-ce que le travail qu'on fait sur nos photos a, a une fin? Est-ce qu'à un moment on peut se dire voilà, ma photo, je suis arrivé à la quintessence de ce que je voulais lui faire exprimer et je vais pas aller plus loin sur certaines photos. Les variantes, alors on va faire un petit point on va aller tout de suite aller dans le vif du sujet et on va faire un petit point euh, logiciel. Alors, dans les logiciels, on va parler de. On va rester volontairement sur du Capture One, on va rester volontairement sur du Lightroom. Quand vous avez un fichier qui est en RAW, vous avez la possibilité de venir créer une copie virtuelle ou de venir créer une variante. Le nom change selon le logiciel que vous utilisez, mais c'est exactement la même chose en fait. C'est que vous allez faire un doublon de ce fichier et vous allez pouvoir le traiter complètement différemment. Et vous allez pouvoir justement vous dire ah tiens peut-être que imaginons qu'on fasse du portrait avec du maquillage et on va se dire bah, je vais peut-être essayer de faire une variante différente au niveau de la carnation, au niveau de la couleur du rouge à lèvres, du maquillage. Ces variantes, elles existent et c'est aussi une méthodologie euh, c'est aussi une méthodologie de travail. On va aborder quelques points qui, pour moi, permettent justement de modifier de créer une variante, si ce n'est que de la modifier, mais de créer une variante quand on travaille avec des logiciels. Donc, je vous donne le sommaire très rapidement de cette partie travail. On a le cadrage, on a l'effet miroir, entre autres, hein, on a le compositing, on a le traitement. Si à un moment vous trouvez que j'ai oublié des éléments qui peuvent participer à à cette définition de ce qu'est une variante, vous n'hésitez pas, vous faites un petit message et puis on fera un erratum dans le prochain épisode et on reparlera de tout ça. Donc,
Imaginons déjà dans un premier temps une photo simple. Vous avez euh, vous photographiez devant un bâtiment, vous avez au centre de votre image, vous avez une personne qui se déplace de droite à gauche. Au bord de votre cadre, à droite, vous avez une personne qui sort du cadre. Au bord de votre cadre, à gauche, vous avez une personne qui rentre dans le cadre. Le cadrage, étant directement relié au format de l'image, il va permettre de modifier parfois complètement le discours qu'apporte la photo. Je reviens sur la photo que je viens de décrire. Si je fais un cadre, on va même pas parler de ratio pour l'instant, mais si je fais un cadre qui est euh, qui coupe, qui exclut la personne qui rentre dans l'image, donc la personne qui est à gauche. Dans mon image, je peux me dire, bah, la personne qui est au centre est en train de suivre la personne qui est en train de passer hors champ, à droite. Au contraire, si je fais un cadre où je coupe la personne qui est à droite, qui va se diriger hors champ, je peux me dire, ah, tiens, la personne qui est au centre est suivie. Ou du moins, il y a une notion de foule, voilà, ça amène autre chose. Le cadrage change la narration. Je vais pas dire que c'est presque sortir une nouvelle photo, qu'on fait une variante avec le cadrage, mais on peut vraiment maîtriser, pardon, on peut vraiment maîtriser une notion complexe, voire globale de narration, de ce qu'on va raconter, de ce qu'on veut dire avec une photo. Imaginons maintenant que sur cette photo-là, et c'est un exemple volontaire, il n'y ait pas d'éléments textuels. Il n'y ait pas de plaque de voiture, il n'y ait pas d'enseigne, il n'y ait pas de numéro de rue, il n'y ait aucun élément qui soit typographique, qui soit lisible en lui-même. Il n'y a aucun chiffre, aucune lettre. Hop, je fais grincer ma porte, ça m'apprendra. Rien ne m'oblige et rien ne m'interdit à utiliser une translation, utiliser un effet miroir. C'est-à-dire que là, mon personnage qui, pour moi, va de gauche à droite, donc dans un sens de lecture classique, euh, je vais le faire aller de droite à gauche. Et je vais peut-être complètement raconter autre chose. Je crois que je crois que j'ai déjà partagé cette anecdote avec vous, et si c'est pas le cas, je pense que c'est peut-être une des anecdotes les plus intéressantes qu'il faudrait retenir de ce podcast. Quand, durant mon, j'allais dire mon parcours, oui, durant mon parcours d'étudiant dans des écoles d'art, j'ai rencontré un enseignant qui était formidable, comme à peu près tous les enseignants que j'ai eus. Bon, je suis aussi tombé sur des cons, hein, on va pas se le cacher. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Mais je suis aussi tombé sur des personnes qui étaient vraiment très, très sympas. Et il y a deux types de profs. Quand vous arrivez, que vous montrez un travail, il y a le prof qui va vous dire moi, je l'aurais fait comme ça. Tu pourrais aller voir tel truc. Voilà. Moi, si c'était mon idée, je la ferais comme ça. Et il y a l'autre type de prof qui va vous dire ok, ton idée, c'est ça, va voir telle ou telle personne, dans l'histoire de l'art, dans la pratique, qui ont travaillé des sujets qui sont similaires. Et donc, ce deuxième type de prof, mais un petit peu moins, je vais pas dire d'empathie, ni d'affect, mais il se retire de l'équation. Il ne se dit pas, ah tiens, t'as fait ça, tu travailles sur le street art, ah moi le street art ça me fait chier, pour moi c'est pas du street art, donc déjà on sait que ça va mal se passer. Donc je digresse, mais pour en revenir à ce prof, salut, Bruno Souêtre, si jamais tu tombes sur ce podcast, tu vois, ce conseil m'a marqué. Quand c'était un prof de graphisme, qu'on lui présentait une image, qu'on lui présentait un travail, il nous disait cette phrase que vous pouvez noter, ça fonctionne aussi avec la photo. Retourne là pour voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que votre photo, si vous la mettez tête bêche, votre dessin, si vous le mettez tête bêche, votre affiche, votre création graphique, quand vous la mettez tête bêche, donc vous inversez le haut et le bas, vous allez vous rendre compte plus facilement des erreurs de masse graphique qui existent et de ce qui ne va pas. Quand on a passé plusieurs heures, plusieurs minutes à travailler sur une seule et même image, au bout d'un moment, notre œil s'est habitué. Je vous ai déjà parlé de ça, quand on rajoutait du contraste, parfois d'en rajouter beaucoup ou moins et de revenir à une valeur médiane pour faire un petit choc visuel qui nous permet de revoir plus simplement. Le fait d'inverser au bas, euh, ça permet de changer vraiment le mode de vision et de voir autrement.
et ben parfois le fait de mettre un effet miroir sur une photo va complètement changer ce qu'on veut dire, va complètement changer la narration. L'effet miroir qui change littéralement, entre guillemets, pareil, encore air quote, la direction de la photographie, euh, peut amener quelque chose d'intéressant. Donc ça déjà, c'est un deuxième, pardon, c'est un deuxième motif, une deuxième manière de travailler une variante. Je reviens quelques secondes en arrière sur le cadrage dont je parlais juste il y a un instant, par rapport à l'image qui d'ailleurs, par rapport à la photo qui d'ailleurs n'existe pas, puisque c'est un petit croquis sur mon dessin, celle que j'essaie de vous faire visualiser, de cette personne qui est au centre, qui marche vers la droite avec blablabla, une personne qui sort hors cadre à droite et une personne qui rentre dans le cadre à gauche. Le fait d'utiliser un cadrage spécifique va déjà amener une autre lecture de la photographie. Pas uniquement parce que le cadrage va couper. Je vous rappelle que le cadre, c'est au final ce que vous décidez de dire et ce que vous décidez de mettre dans votre photographie, et que vous allez faire deux cadres quand vous faites une photographie. Vous faites le premier cadre au moment de la prise de vue, et vous faites éventuellement un recadrage. Je suis impatient de pouvoir enregistrer avec une invitée dont je vous parle déjà depuis plusieurs épisodes, qui, je pense que ce sera une question qu'on abordera, elle et moi. Cette personne-là fait partie d'une école de pensée, mais dans sa pratique photographique, elle dit à la limite, non, on ne recadre pas. Si votre œil a capturé ça, si votre cerveau, votre œil a voulu construire l'image comme ça, c'est qu'il y a un sens. Donc, à la limite, presque recadrage interdit. Mais si je viens photographier en 16 neuvième, tout de suite, je viens vers une vision qui est beaucoup plus cinématographique. Et cette vision cinématographique, elle nous est amenée par le cadrage. Regardez des comptes sur Instagram, je pourrais éventuellement vous en mettre dans la description. Il y a des comptes qui travaillent, qui s'appellent Photo Cinéma, qui essayent voilà, d'avoir cette identité identité cinématographique, j'allais dire photographique, à travers le contraste, à travers la couleur, mais si vous la mettez pas sur un format qui est 16 neuvième, si vous la mettez sur un format qui est carré ou 4 tiers, ben oui, mais ça coupe quand même beaucoup de l'effet cinéma qu'on recherche et qui est escompté. Le cadrage, les différentes formes de cadrage, du 16 neuvième, du carré, du 4 tiers, autre, du 3 demi, enfin voilà, il n'y a pas de problème pour ça. On va aussi avoir la chromie, le compositing, ou plus largement le traitement. Littéralement, le développement à proprement parler de la photographie, la balance de blanc, la saturation, ou au contraire passer dans un mode noir et blanc pour raconter quelque chose d'autre. On va revenir sur le noir et blanc parce que c'est le deuxième thème, on sera sur quelque chose de singulier et de différent, mais on oublie le noir et blanc quelques secondes. Parfois, le fait de venir modifier des couleurs, de venir modifier une ambiance, de venir modifier une balance des blancs, c'est quelque chose qui va changer la narration de notre image. Si on est en plein air, si on rajoute plus de froid ou plus de chaud, on est peut-être à un autre moment de la journée, à un autre moment d'une temporalité dont nous on peut faire l'acquisition intellectuelle en se disant ah bah tiens là la lumière est plus chaude donc c'est peut-être plus la fin de journée, on est peut-être plus dans le sud de la France, ah tiens là c'est plus froid, ah bah on est peut-être toujours dans le sud de la France, mais on est en hiver. Euh, Ces variantes là c'est quelque chose qui permet de modifier, euh, je vais pas dire diamétralement, je vais pas dire que ça change tout, mais effectivement c'est quelque chose qui peut permettre de modifier l'approche qu'on peut avoir d'un cliché ou ce que on peut vouloir dire d'un cliché. Ça me vient en tête là la photo que je vais mettre en comment dire ça, la photo que je vais mettre en thumbnails, en vignette pour cet épisode, c'est peut-être un de mes clichés préférés de ceux que j'ai pu réaliser. C'est un cliché qui a été réalisé à Berlin, Berlin-Est, dans un vieux bar qui s'appelle le Dr Pong, qui est un bar de ping-pong. Euh, c'est une photo d'ailleurs, je profite du confinement pour un petit peu travailler sur mon site internet et remettre des choses un petit peu à jour. Pour moi, cette photo-là, elle a tout son sens en couleur. En noir et blanc, c'est une variante qui est nettement moins forte.
Pour autant, je peux vous assurer que entre le moment où j'ai fait cette photo, donc il y a, oh là là, il y a plus de 10 ans, l- l'apprentissage qui a été le mien ces dernières années de différentes techniques photo, l'apprentissage qui a été le mien de différentes techniques de développement, de différents logiciels de développement, cette photo, si je devais compter, j'en suis peut-être à la 6 ou septième version. Et j'arrive enfin, pour le moment, hein, je pense que j'arrive enfin à une version en termes de couleur, en termes de cadrage, où je me dis, voilà, en fait, c'est ça que je veux dire avec cette photo. Et euh, cette photo, maintenant, je vais pas dire elle m'appartient plus, mais maintenant, cette photo, dans ce cadrage, dans cette forme, presque, elle vit par elle-même et, euh, et elle est indépendante. Les variantes, c'est ça. Parce que la question que je pose autour de l'existence d'une photo, autour de la limitation d'une photo dans le temps, si vous faites une magnifique photo, vous la faites au format, vous la faites au format carré, et puis peut-être 6 ans après, vous vous rendez compte que, en fait, pour une autre utilisation, cette photo au format 16 neuvième, elle est beaucoup plus forte, elle raconte autre chose. Bien sûr, vous avez fait une variante, mais est-ce que vous considérez que c'est la même photo? Est-ce que vous considérez que vous dites la même chose? C'est le même propos. La chromie, le compositing, alors, petit point sur le compositing, parce que si vous découvrez nos filters avec ce sixième épisode, diantre, si vous découvrez nos filters avec ce sixième épisode, dans les épisodes précédents, previously on No Filter, vous avez par exemple dans l'épisode 3, je parle vraiment de technique photo, dans l'épisode 5, dans le précédent, je parle de photos avec le téléphone. Le compositing, si vous savez pas ce que c'est venir faire plusieurs photos, donc ça relève plus du studio, on va dire. C'est venir faire plusieurs photos avec des conditions de lumière différentes par rapport au sujet. Et imaginons qu'on photographie une pomme, le classique, la pomme avec la petite feuille sur la tige. Vous allez faire une photo pour vous concentrer sur la lumière qui vient sur la pomme, et vous allez faire une deuxième photo en changeant la lumière pour vous concentrer sur la lumière qui vient sur la tige, et une troisième photo pour euh, la lumière qui vient sur la feuille qui est sur la tige. Et au final, après, vous allez assembler les trois photos dans un logiciel d'édition d'images, et on parlera de ces logiciels-là très rapidement dans les choses que je vais aborder avec vous à la fin de l'épisode. Euh, Vous allez vous retrouver, vous allez monter la photo avec en gardant le corps de la pomme, donc la première photo, celle qui vous intéresse. Vous allez remplacer la tige de la première photo par celle de la deuxième, celle qui a une meilleure lumière. Et la feuille de la première photo, vous allez la modifier par la feuille de la troisième photo. Donc le compositing, c'est ça. C'est créer, assembler une photo pour obtenir une image finale relevant de plusieurs images avec des états de lumière ou des états de chromie ou des choses différentes. Donc on peut venir effectivement travailler des variantes euh, de la sorte. Hop, je tourne mon cahier. Donc je vous l'avais dit, on va faire un épisode vraiment vraiment beaucoup plus court, hein. Là j'ai fini un petit peu l'interrogation et le tour rapide, très rapide, hein, que je voulais faire sur les variantes. C'est si ce n'est pour vous amener une information, je pense que cette information, vous l'avez déjà plus ou moins, c'est amener une réflexion. Regardez dans les logiciels qui sont autour de vous, regardez dans vos photothèques, dans vos librairies photos, si vous avez donné plusieurs vies à certaines photos, et s'il n'y a pas peut-être des photos que vous pensez connaître, dont vous pensez avoir fait le tour, qui, à l'aune des connaissances qui sont les vôtres aujourd'hui, euh, des connaissances que les différents médias, les Julien Ponce, les Quentin Descaillés, tous les photographes qui font qui font des tutos. Je pense à Studio Sushi qui fait des tutos en vidéo, qui a un ami qui fait des tutos en vidéo, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des photos maintenant euh, que vous auriez envie de faire vivre différemment et d'amener peut-être à une autre étape avec la connaissance que vous avez acquise ces derniers temps. Donc réfléchissez à ça, les variantes. Au final, une photographie, est-ce qu'elle est limitée dans le temps de par son existence? Est-ce qu'elle est limitée dans sa forme et dans la manière dont on veut la représenter et dans ce qu'on essaye de lui faire dire quand on la travaille? Je vais faire la navigation, je vais suivre le conducteur et je vais faire le passe-plat entre ce sujet-là et le suivant. Dans les variantes,
il y a justement le changement chromatique. Alors là, je parlais de changer les couleurs, mais il y a aussi le noir et blanc, ce qui est retirer toute couleur. Alors, le noir et blanc, ça amène... pourquoi le noir et blanc est aussi intéressant? Parce que le noir et blanc, ça amène à quelque chose euh, qui nous est commun à tous. On voit tous ce que c'est, on a tous une image, un repère d'une photo en noir et blanc. Pour autant, on voit en couleur. C'est quelque chose qui amène à, je vais pas, si ce n'est parler de quelque chose d'onirique, une situation, si ce n'est différente et autre, puisque on vient mettre tout ce qui nous entoure, ou du moins ce qu'on a essayé de capturer, dans un mode chromatique, colorimétrique, euh, qui est, euh, qui est différent. Donc le noir et blanc, de base, a une place très particulière en photographie. Ne serait-ce que parce que dans l'image collective, euh, ça ramène à une vision spécifique du média. Il y a une phrase qui est qu'on peut souvent entendre, c'est presque une boutade parfois entre personnes qui bricolent avec un appareil photo, qui est ouais mais bon, une photo mauvaise, elle rend toujours mieux en noir et blanc. Ça s'applique, oui et non. C'est vrai que le fait de passer en noir et blanc, ça va changer. Petit point histoire, vraiment très rapide, parce que là j'en suis déjà à diantre. J'en suis déjà à 32 minutes d'enregistrement, donc je vais essayer de faire moins de 50 minutes, moins de 45 minutes, on va voir. La première photo en couleur, elle est apparue en 1861. Donc c'est pas récent du tout. Par contre, la photo couleur a vraiment commencé à se démocratiser au début des années 1960. Un siècle après. On va pas chipoter pour une année, on va dire qu'entre la première photo en couleur en 1861 et la démocratisation grand public euh, de médiums, de moyens permettant à n'importe qui, n'importe quel kidam de prendre une pellicule, de la mettre dans son appareil photo, de sortir une photo et au développement derrière, par sa propre chimie ou par un labo extérieur, obtenir une photo en couleur, le début des années 60. Alors, qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui crée l'intérêt ou le fonctionnement euh, d'un cliché en noir et blanc? En effaçant les couleurs, ou du moins en réduisant l'importance des couleurs, la seule chose qui va prédominer, qu'on va mettre en avant, c'est le sujet, mais surtout la composition de l'image. On en revient au cadrage, donc encore une autre possibilité de variante. Travailler en noir et blanc, ça, je vais pas dire que ça nivelle, c'est pas ce que je veux dire, mais ça vous permet de mettre le cadrage et le plan, enfin le cadrage et le sujet dans la globalité de la photographie. Ça permet de le mettre à un autre niveau. Il y a pas de couleur qui perturbe. On va voir ça dans 2 secondes comment. Dans la manière de travailler, parce que le noir et blanc, il y a quand même de la couleur dedans, faut pas plaisanter. Mais voilà, un noir et blanc, on va pouvoir tout de suite s'amuser avec, enfin s'amuser, on va faire des choses qui seront peut-être un petit peu plus fortes. Je vous en ai déjà parlé ici, il y a 2 grandes tendances qu'on retrouve aussi en couleur, mais qui sont peut-être plus présentes dans le noir et blanc, qui sont la photographie low-key et la photographie high-key. Donc le low-key, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites une photo, vous avez votre degré d'exposition à l'intérieur de votre appareil photo. Vous pouvez décider de faire une photo sous-exposée, donc les parties sombres vont avoir beaucoup d'importance et la lisibilité pardon, de l'image sera peut-être un petit peu plus problématique, mais c'est volontaire, et donc on appelle ça une photo low-key. Et au contraire, une photo qui va être très riche en lumière, qui sera presque à la limite de la surexposition, on va appeler ça une photographie high key. Alors, le seul fait de choisir cette le seul fait de choisir cette méthodologie de travail, le noir et blanc, on va dire que ça oriente, que ça pousse déjà le cliché dans une atmosphère particulière. Peut-être que je raborderai ce sujet de la variante hein, et ce sujet du noir et blanc qui pour moi sont 2 sujets vraiment, je vais pas dire ultra intéressants, mais qu'on pourrait
vraiment creuser et discuter justement, que ce soit avec Florent Renaud, que ce soit avec Dayan, que ce soit avec Evgen Orjavik, que ce soit avec d'autres personnes que j'ai envie d'interviewer, de dire, ok, cette photo-là, mais variante, par variante, noir et blanc, pas noir et blanc. Je pense que ce sont des sujets que je réaborderai avec des personnes. Comme je vous le disais, j'ai un petit peu des scrupules à vous faire un épisode seul. Deux manières de pratiquer le noir et blanc simplement. Ce que je vais vous donner, ça va fonctionner avec du Lightroom, ça va fonctionner avec du Capture One, ça va fonctionner avec du Snapseed. Évidemment, évidemment, je ne saurais que vous conseiller de le faire avec des formats d'image qui sont le format RAW ou du NEF. Je vais pas dire que je vous conseille pas, mais voilà, photographier en JPEG, on a déjà eu cette discussion, vous et moi, plusieurs fois. Je pense qu'on peut faire autre. Déjà, petit conseil, comment travailler en noir et blanc sur votre appareil photo? Eh bien, déjà, vous avez photographié en RAW. Donc, dans tous les cas, votre appareil photo, quand il va capturer, il va vous sortir un fichier qui est brut. Absolument brut. Donc, n'hésitez pas à mettre votre appareil photo dans le mode RAW et lui dire... Alors, je vais prendre l'exemple des appareils Canon. En réglage utilisateur, je veux que tu m'affiches l'image en noir et blanc. Non mais attends, je comprends pas, tu nous as dit qu'on faisait la photo en RAW et qu'elle allait sortir brute, et là tu nous dis de photographier en noir et blanc. Et oui, parce que le fait de photographier en noir et blanc, euh, la prévisualisation dans l'appareil photo, vous faites une photo, vous lancez la prévisualisation, vous affichez la photo qui vient d'être faite, elle va apparaître, elle, en noir et blanc. Sauf que quand vous allez la sortir et la travailler dans votre logiciel photo, ce sera un fichier brut. Ce sera un fichier RAW et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça amène que quand vous les photographiez en noir et blanc, euh, malheureusement, le monde qui vous entoure, il est toujours en couleur. Il est quadricolore. Je vais arrêter avec cette référence plus que mauvaise. Mais le fait de travailler avec votre appareil photo en noir et blanc, tout de suite, dès que vous regardez l'image, ça va vous permettre de vous entraîner, ça va vous permettre d'apprendre à peut-être gérer un petit peu mieux les masses de contraste, les masses de lumière, le cadrage de votre sujet, et de vous dire, ah non, non, moi j'ai pas du tout envie de travailler comme ça, je vais refaire la photo, un petit peu différemment, un petit peu sous-exposée, plutôt que d'attendre, d'arriver chez vous, de décharger les photos et de vous dire, ah zut, en fait j'aurais pu changer ça. Une autre méthode, vous pouvez photographier en RAW plus JPEG, donc petit JPEG, on va conseiller les JPEG de petite taille, et à ce moment-là, quand vous allez charger vos photos, quand vous allez développer, le JPEG, lui, de toute façon, il sera enregistré en noir et blanc, alors que le RAW, lui, il sera enregistré naturellement, vous l'avez compris, en fichier brut, et ça vous permettra de vous dire, bon, alors, au noir et blanc, ça ressemblait à ça, moi j'ai envie d'aller peut-être vers telle ou telle vision photographique, j'ai envie d'exprimer telle ou telle chose, et ça va vous permettre de modifier ça, et au moins d'avoir une base de travail. On va venir opposer, non, je vais pas dire opposer, mais on va venir travailler de deux manières pour faire le noir et blanc. Dans vos logiciels photo, quels qu'ils soient, petit rappel, logiciel photo, je ne mets pas Photoshop dedans. À part si vous utilisez le module Camera Raw, mais Photoshop, c'est pas fait pour développer des photos. C'est pas non plus fait pour faire des affiches, hein, c'est pas fait pour faire de la typo. Enfin, c'est vraiment fait pour faire de la gestion de photos, de la modification, mais pas du développement. À part si vous utilisez Camera Raw, mais c'est un autre débat. On va avoir, euh, prenons Lightroom. C'est assez générique, ça va parler à tout le monde, je l'espère. On va avoir le mode noir et blanc, et on va avoir la possibilité de désaturer une image. Alors, je vais commencer par le mode noir et blanc. Quand vous faites votre développement, quand vous travaillez vos photos, vous pouvez dire, ok, moi ce que je choisis là, c'est juste le mode noir et blanc. Directement, euh, comme son nom l'indique, on passe en noir et blanc et on, on va pouvoir remarquer en fait une perte de plusieurs éléments dans vos réglages. Vous allez perdre la vibrance et la saturation. Ben oui, vous perdez la vibrance et la saturation. Parce que ça, c'est propre à la couleur. Pour autant,
dans votre onglet TSL, donc TSL c'est teinte, saturation, luminescence, vous avez un autre mode qui lui est spécifiquement noir et blanc. Et il est accessible à ce moment-là. Et vous allez vous rendre compte que euh, votre noir et blanc, dans ce, entre guillemets, ouvrez les guillemets, air quote, noir et blanc, ce mode-là, il est composé de couleurs. Oui, votre photo, elle est en noir et blanc, mais vous pouvez pour autant venir gérer la manière dont les couleurs vont composer votre noir et blanc. Si vous avez un rouge qui est très fort et que vous voulez l'éteindre, ou au contraire, le rendre plus vibrant, enfin plus vibrant, le pousser un peu, vous allez pouvoir travailler de la chose. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, ça va vous donner une image qui sera euh, plus lourde en contraste, plus forte, mieux construite, vraiment, en noir et blanc. Alors, petite anecdote, si le mode noir et blanc, vous ne l'enclenchez pas au niveau des curseurs d'exposition, de choses comme ça, vous pouvez l'enclencher, je fais toujours référence à Lightroom, hein, vous pouvez l'enclencher au niveau de votre onglet TSL, donc teinte, saturation, luminance, et dire, bah voilà, moi là je veux travailler en couleur, ou non, au contraire, je veux travailler en noir et blanc, et vous allez pouvoir construire, travailler votre image euh, avec, avec des couleurs à l'intérieur de votre noir et blanc. Là, vous dites, bon, euh, il est en train de nous dire n'importe quoi, il essaye de faire un épisode rapide et il nous dit des cracks là. Ben écoutez, le deuxième mode, vous allez comprendre pourquoi la deuxième méthodologie, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que dans la première méthodologie, le noir il est composé de couleurs. La deuxième méthodologie, elle est simple, c'est que on va rester dans une image en couleur. Sauf que on va venir désaturer l'image. On va venir complètement nier l'existence des couleurs. En désaturant l'image, votre outil TSL, vous l'oubliez. Il ne fonctionne plus à rien. Cette option, qui consiste juste du coup à mettre à zéro la, la saturation, vous n'avez plus aucune possibilité d'impacter les couleurs. Ben oui, vous avez modifié, enfin vous avez désaturé les couleurs. Donc maintenant, vous n'allez plus pouvoir travailler qu'avec l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, le point blanc, le point noir. Exactement ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je vous invite à faire quand vous travaillez en mode noir et blanc. Si ce n'est que votre mode noir et blanc, quand vous avez travaillé justement l'exposition, le contraste, haute lumière, ombre, point blanc, point noir, vous pouvez vous dire, bah, je vais amener des infos sur la composition de mon image par les couleurs qui font vivre cette photo. Là, ma cache, rien. Vous ne pouvez vous limiter qu'à ça. Donc la différence, c'est que ça va vous donner ce mode-là, et il n'est pas forcément mauvais, hein, mais ça va vous donner une image qui sera plus plate en termes de contraste. Vous allez avoir quelque chose qui est plus fade. Si vous recherchez une variante en noir et blanc avec quelque chose de fort, je vous conseille naturellement le mode noir et blanc. Pour autant, maintenant que vous savez faire des variantes, prenez une photo. Ok, vous faites une variante comme vous voulez, vous faites une variante spécifique avec le mode noir et blanc, vous la traitez comme vous voulez, et vous faites une autre variante spécifique avec le mode où vous désaturez l'image. Et vous refaites un traitement. Et je vous assure qu'il y aura une différence qui sera flagrante entre ces deux modes. Attention, je vous dis pas qu'il y en a un qui est bien et que l'autre est mauvais, hein, du tout. Je dis juste que y a une différence là-dedans. Petit tips que je me permets de vous donner et qui m'avait été donné aussi par quelqu'un que j'aimerais bien avoir euh, dans, ce, dans ce format no filter. Le contraste étant la variable entre votre point blanc et votre point noir, il est conseillé de terminer par cette valeur. On en revient toujours à Lightroom, dans la manière dont les outils se présentent, il y a exposition, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est exposition, contraste, haute lumière, ombre, point blanc, point noir. En fait, moi je vous conseille de travailler l'exposition, ensuite les hautes lumières, ensuite les ombres, ensuite les blancs, ensuite les noirs, et de finir par le contraste. Parce que si vous faites exposition, contraste, et que vous continuez derrière, vous travaillez la résultante de quelque chose, vous essayez de connaître le goût d'un gâteau, et puis ensuite vous venez travailler les ingrédients. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il vaut vraiment mieux, et qu'on soit en mode noir et blanc ou en mode désaturation, finir
par le contraste. Donc pour rappel, le mode noir et blanc va avoir quelque chose un mode un petit peu plus fort, un petit peu plus riche, qui vous permet de travailler avec les couleurs qu'il compose. Même si ça fait bizarre dit comme ça, je vous assure que quand vous allez travailler avec les couleurs dans le mode noir et blanc, vous allez obtenir des choses qui sont très intéressantes. Alors que l'autre méthodologie, qui n'est pas un mode, qui est juste de désaturer, va amener quelque chose euh, de plus plat. Si la photographie couleur a des photographes fétiches, hein, je vous ai déjà parlé de William Eggleton, de personnes comme ça. En noir et blanc, il y a énormément de photographes en noir et blanc qui sont très intéressants, mais je vais essayer à chaque fois de prendre deux photographes, un homme, une femme, parfois ce sera plus deux femmes, parce que bah, voilà, pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, que la photographie est quand même un univers très masculin. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on puisse parler de photographie noir et blanc sans citer Sebastião Salgado, qui est né en 1944 et qui vit toujours vivant, qui a fait, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était économiste à la base ou juriste, et puis à un moment il s'est tourné vers la photo. Je pense que je vais essayer de vous mettre un article ou une bio Wikipédia comme je fais à chaque fois. C'est très certainement la personne qui, à l'heure actuelle, est le plus réputée pour son travail au noir et blanc. Alors, d'aucuns me diraient, oui, mais t'as dit un homme, une femme, tu commences par le mec. Bah, je vais déjà commencer par, on va dire, honneur aux vivants. Donc, Sebastião Salgado, vous pouvez voir son travail. Il a notamment fait un travail qui s'appelle Gold sur vous l'aurez compris, sur une mine d'or. Euh, c'est assez fou. C'est vraiment. Euh, si je vous ai déjà parlé soulage, si je vous ai déjà parlé de soulage, si vous avez déjà entendu parler de soulage et que vous savez que les noirs de soulage peuvent être riches en couleurs, je vous assure que euh, le travail de Sebastião Salgado et c'est presque de la pop culture. C'est vraiment le plus connu. Penchez-vous sur son travail, c'est vraiment très intéressant. Il a notamment une manière de travailler spécifique. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais qu'il a travaillé avec. Alors, il mélange du numérique et de l'argentique, si je ne dis pas d'erreur, si je ne fais pas d'erreur. Il a travaillé avec une pellicule qui est la Tri-X de Kodak, et je sais qu'il a travaillé avec une autre pellicule, ça doit être la T-Max, mais il y a tellement de T-Max. Il a dû travailler avec une autre pellicule qui est la T-Max. Voilà. Euh, alors, maintenant, comme je vous parlais peut-être d'imaginaire, de lieux interlopes ou de lieux intellectuels interlopes, de choses comme ça qui sont un petit peu hors du cadre et qui amènent des valeurs parfois oniriques. Diane Arbus, 1923-1971. Allez voir son travail. Super photographe qui a commencé à travailler avec son mari au tout début, qui puis a commencé à se mettre à la photographie, puis qui est sorti de l'ombre de son mari et qui a fait de magnifiques photos. Diane Arbus, euh, il y a notamment la photo des petites filles identiques, des jumelles, qui a donné à Kubrick euh, l'idée de faire l'idée des petites filles dans l'adaptation de King. Je crois, non, c'est pas The Thing, c'est l'adaptation de King. On voit les deux petites filles dans le couloir avec le gamin à tricycle. J'ai une connaissance de la pop culture désastreuse, je suis désolé. Elle a cette photo qui est ultra connue du petit garçon avec une grenade, avec des grenades jouées dans un parc. Si je dis pas à New York, bah, regardez l'atmosphère qui se dégage de cette photo, le traitement photographique déjà, comment pose le gamin avec sa main droite qui est un petit peu crispée comme ça. Enfin, ça amène un autre monde. Et par rapport au noir et blanc, par rapport justement à cette notion d'étrange, et je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'empathie, allez pas croire que c'est une moquerie de ma part, elle a fait un travail sur les déficients mentaux. Elle s'est occupée de... elle a suivi... elle a fait des travaux comme ça avec des déficients mentaux. Et je vous assure que le fait que ce soit en noir et blanc, je reste persuadé que ça amène complètement autre chose par rapport à la narration de la photo. Ça amène justement
quelque chose de différent, quelque chose euh, qui amène du ailleurs. euh, qui amène du ailleurs. C'est beau. J'ai l'impression d'être JCVD et de vous parler de la pectine de la pomme et qu'il faut clapper parce qu'on n'est pas tous dans le showbiz. Le noir et blanc, effectivement, je dirais peut-être oui, de l'onirisme. Ok, de l'onirisme, ça amène au-delà dans les mauvais films, dans les mauvais jeux vidéo, de fait de dire ok, là on va vivre un flashback. Ok, si c'est en noir et blanc, c'est forcément un flashback. Kevin Smith, regardez par exemple le travail de Kevin Smith, Clerks, le 1, le 2 en noir et blanc. Ces films-là seraient nettement moins impactants s'ils étaient en couleur. Ce serait vraiment, je pense que ce serait autre chose. Donc, dans les variantes, je rembobine, hein, dans les variantes, le cadrage, euh, la chromie, le sens de la photo. Je vais presque mettre le développement, le compositing, pourquoi pas. J'ai presque envie de mettre le noir et blanc hors de la chromie, parce que le noir et blanc, comme on l'a vu, on peut le travailler de différentes manières, pardon. On peut faire autre chose avec. Et justement, le noir et blanc est très particulier et va vraiment amener des choses euh, vraiment, vraiment, vraiment spécifiques. On arrive déjà, diantre, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vais arriver à boucler un épisode en moins d'1 heure. C'est cool. Comme je vous le disais, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que cet épisode vous aura peut-être un petit peu aéré l'esprit. Bah, du coup, 1 heure de temps. Les personnes qui découvrent nos filters avec cet épisode, n'hésitez pas à pourquoi pas écouter les épisodes précédents et à poser des questions. Je profite des quelques minutes qui me restent avant d'arriver à l'heure et je vais vraiment essayer de m'arrêter à l'heure parce que j'aurais enregistré presque d'un coup et j'aurais pas trop savonné la planche. Ça aurait presque pu être un épisode à streamer en live. L'actualité du podcast en ce moment, donc comme je vous disais, bah, toujours confiné, donc on continue à travailler, on continue à réfléchir à comment faire vivre ce podcast, techniquement peut-être dans les temps qui viennent avec des intervenants qui ne seront pas dans la même pièce, donc ça va forcément changer la dynamique du podcast, la dynamique des entretiens. Un très grand merci, un très très grand merci aux personnes qui font vivre j'allais dire le site, euh, un très grand merci, pardon, aux personnes qui font vivre le compte Instagram en le suivant, en venant discuter, en partageant et en réagissant aux stories qui peuvent être mises, aux annonces de ah bah tiens là je vais streamer un petit peu de photos si vous voulez qu'on discute photos pendant que je stream sur du Capture One, sur du Lightroom. C'est très agréable, merci beaucoup. Actuellement sur la page Instagram, on est plus de 300 personnes. C'est fou, c'est presque, je crois que c'est presque plus que sur ma page, sur ma page perso. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte-là pour voir un petit peu ce qui est publié quand on discute de choses comme ça. Comme vous le voyez, il y a des stories, il y a des sélections de photos qui sont mises en avant par rapport à des thématiques qui vous sont proposées avec des petits sondages, avec des petites questions. Merci aussi beaucoup de l'accueil que vous faites, j'allais dire mois après mois, mais non, semaine après semaine, aux épisodes. Les chiffres d'audience, moi, je rappelle que c'est un petit truc qui est fait avec mes gros doigts et je suis euh, super impressionné de l'accueil et des retours que vous faites, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. Vous avez un esprit de critique qui est de ah bah tiens, t'as oublié de parler ça, ou pourquoi tel photographe, ou pourquoi tel photographe. Donc merci beaucoup de faire vivre et de poser des questions, ça fait plaisir. Et c'est aussi en lui-même le but du podcast. Allez, cette fois, je vais raccrocher le micro, je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup de votre temps. Petit rappel, mais vraiment, je considère pour moi que cet épisode était juste un préambule à la notion de variante et à la notion de noir et blanc. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont deux sujets que j'aimerais vraiment, vraiment réattaquer avec des invités avec qui la question pourrait se prêter, être intéressante. Donc vous entendrez forcément reparler de ce sujet. Je vais me dépêcher de faire le montage parce qu'il ne me reste plus que quelques jours quand même là pour respecter le temps et être à l'heure pour la dernière semaine du mois. Bon,
On s'arrête là. Merci de votre temps, merci de votre écoute. Prenez soin de vous, faites des photos, photographiez vos proches, euh, photographiez ce qu'il y a autour de vous, parce que aussi c'est le confinement, et le confinement et le Covid-19 n'arrêtent pas la vie, heureusement. Malheureusement pour certains oui, mais n'arrêtent pas la photographie et l'envie de faire des photographies. Prenez soin de vous, faites des photos. À bientôt. Merci de votre écoute. C'était Gozer pour l'épisode 6. On se dit très bientôt pour l'épisode 7. Des gros bisous et plein de belles photos, plein de belles variantes. Et envoyez-moi vos photos, vos variantes et vos noirs et blancs. Salut, salut. Au revoir.